d'environ 10 minutes. Nous poursuivrons ensuite nos échanges sous la forme de questions-réponses. Préalablement, je rappelle que notre audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Enfin, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je jure. Merci. Je vous remercie. Vous avez la parole pour une présentation de 10 minutes environ. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, effectivement, tout d'abord, vous devez vous demander un peu ce qu'un chef de service de médecine de la douleur et de médecine palliative à l'hôpital Necker vient faire dans cette salle. En fait, ce que je tiens à dire, c'est que je suis tout d'abord membre du comité de vigilance, puisque j'ai moi aussi été placée quand j'avais 14 ans, suite à des violences intrafamiliales. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'être repérée, mais je dois mon salut à mon placement. Donc je suis expert à ce titre-là en tant qu'ancienne victime, en tant qu'ancienne enfant placée à l'aide sociale à l'enfance. Mais je suis aussi membre du bureau du CNPE et j'ai monté la commission santé du CNPE en 2017 que je co-préside aujourd'hui. Voilà, donc j'espère pouvoir vous faire part de mon expertise à ce double niveau. Si j'ai 10 minutes, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est de vous faire comprendre à quel point les violences que peuvent subir les enfants dans leur enfance vont avoir des conséquences à long terme, à l'âge adulte, avec un risque de perdre 20 ans d'espérance de vie. Et alors, si vous me le permettez, je vais vous demander de faire un petit exercice et de vous imaginer que vous croisez un ours dans la forêt. Si vous croisez un ours dans la forêt, votre cerveau va commander la sécrétion à vos glandes surrénales d'adrénaline et de cortisol. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le choix de combattre cet ours ou de le fuir. L'adrénaline, le cortisol, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une tachycardie. Votre cœur va s'accélérer, votre tension artérielle va augmenter, votre respiration va se modifier. Tout ça pour amener plus de sang au niveau des muscles nobles, les biceps, notamment les muscles des bras, des jambes, pour que vous puissiez avoir la capacité de combattre cet ours ou de le fuir. Votre foie va se mettre à sécréter du glucose, qui est notre énergie, notre carburant. Et pour que vous puissiez avoir cette énergie de combattre ou de fuir cet ours, votre système digestif va se mettre au repos et votre système immunitaire aussi. Une fois que vous aurez combattu, vaincu cet ours ou que vous aurez pris la fuite, alors un thermostat va se mettre en place et le cerveau va arrêter de commander la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, retour à l'état de base. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'ours rentre à la maison tous les soirs? En fait, votre thermostat ne fonctionne plus. L'adrénaline, le cortisol est sécrété en permanence. Et finalement, avec ce bref exposé, vous avez les conséquences des violences faites aux enfants. Vous avez 2 fois plus de maladies cardiovasculaires. Vous avez 2,3 fois plus de maladies respiratoires. Vous allez avoir 2 fois plus de cancers, 11 fois plus de démence. Vous allez avoir de l'asthme. Votre tube digestif ne va plus bien fonctionner, donc on a des troubles fonctionnels intestinaux. Votre système immunitaire va aussi mal fonctionner et on a énormément de pathologies auto-immunes en conséquence chez l'adulte des violences faites aux enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de s'imaginer que ces violences ont des conséquences et que c'est toutes ces conséquences qui vont faire que les enfants vont perdre 20 ans d'espérance de vie. Elles ne sont pas que sur la santé, sur le métabolisme, sur l'endocrinologie, ces conséquences. L'architecture du cerveau va se modifier. Et notamment, vous allez avoir une amygdale qui ne va pas être de la même taille. Donc vous allez mal gérer les émotions. Vous avez l'hippocampe qui contrôle la mémoire, qui va mal fonctionner, donc trouble de la concentration. On sait que les enfants qui sont victimes de violences ont 32,6 fois plus de troubles des apprentissages, 7 fois plus de déscolarisation. Et puis il y a des conséquences épigénétiques, et les télomères, qui sont les bouts de l'ADN, qui nous protègent en fait, vont être raccourcis, ce qui raccourcit aussi notre espérance de vie. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que ces violences ont des conséquences, qu'elles coûtent à notre société 38 milliards de dollars par an en France. C'est 1,4% de notre PIB. Et que si on les prenait en charge très précocement,
alors on éviterait ces coûts à la fois humains, parce que c'est 38 milliards de dollars en termes économiques, mais c'est 1 million de daily. Daily, c'est Disability Adjusted Life Year. C'est le nombre d'années de vie perdues en raison d'un décès précoce ou du handicap. Donc prenons en charge précocement les conséquences de ces violences pour avoir des adultes en bonne santé. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer aux questions des députés, en commençant par celle de Madame la rapporteure. Merci professeur, merci Céline pour ces 10 minutes et cette manière d'avoir abordé le sujet qui nous permet bien évidemment, à l'aube de ces explications extrêmement précieuses pour les parlementaires, de pouvoir échanger dans le cadre de cette commission d'enquête que nous souhaitons bien évidemment comme un électrochoc. C'est tout d'abord une première commission d'enquête qui n'a jamais existé, il n'y en a jamais eu. Il y a eu beaucoup de rapports ces dernières années, une trentaine de rapports sur la protection de l'enfance, des alertes maximum de la part de tout le monde pour dire qu'il y a urgence. La santé est, pour certains nous le savons, mais elle est souvent abordée à travers les problématiques psychiques, de pédopsychiatrie, moins sur la santé en général de l'enfant, et particulièrement encore moins, et ce sont des études récentes qui, en fait, nous ont amené tant sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, que sur différents travaux. Et là, évidemment, merci beaucoup pour ce qui vient d'être dit. Vous avez évoqué différents aspects de santé qui sont majeurs. Et j'aimerais vous poser une question à travers quelques sujets que vous abordez dans différentes interviews. Vous parlez du centre d'appui de l'enfance en France que vous souhaitez mettre en place. Je partage à 200%. Donc j'aimerais que vous puissiez éclairer les travaux de cette commission d'enquête autour de ce sujet, donc de la santé de l'enfant en protection de l'enfance, pour qu'on puisse avoir dans ce projet des éléments factuels qui pourraient nous donner à voir. Et puis, nous allons entrer aussi dans des périodes de PLFSS 2025, et que du coup, je me bats tant sur les questions de formation, de revalorisation des salaires, mais aussi évidemment l'engagement en matière de santé. Je dis souvent qu'investir dans l'enfance, c'est investir pour demain, donc investir l'avenir. Et il y a aussi des travaux à l'international que vous suivez et qui parlent de tous ces sujets et qui est donc un indicateur humain qui permet aussi de regarder les choses de manière assez transversale et non pas juste en point de PIB, mais de se dire qu'investir cette enfance, c'est investir en effet l'avenir de notre société. Donc les travaux, par exemple, de Nadine Burke, pour lequel en Californie, il y a eu de nombreux sujets, mais pour lequel ils ont irrigué de nombreux travaux, y compris jusqu'au Canada. Là aussi, ce serait très intéressant que vous puissiez nous en parler, ainsi que l'association Impact que vous avez il n'y a pas si longtemps que ça, mis en place, pour lequel vous avez pu échanger avec Bruno Le Maire. J'ai proposé à la commission d'enquête d'auditionner Bruno Le Maire, parce que je crois que le nerf de la guerre, c'est aussi les questions budgétaires, et c'est important que vous puissiez aussi nous dire les travaux que vous menez actuellement avec le ministre de l'économie. Voilà, donc en tout cas, sur ces points-là, peut-être éclairer les travaux que vous êtes en train de mener. Et puis, comme toutes ces questions-là, vous avez redit, un impact de 38 milliards de dollars sur toutes les recherches à l'international pour la France, c'est aussi intéressant, bien sûr, de regarder ça à l'aune de l'investissement dès le plus jeune âge pour accompagner ces enfants et les repérer dès le plus jeune âge, bien sûr, pour leur éviter ce que vous avez donné à voir en matière de santé. Oui, je vous remercie. Effectivement, donc j'ai monté l'association Impact en 2022, après avoir travaillé avec le Conseil national. Enfin, j'ai écrit un livre en 2013 qui m'a permis d'accéder au travail avec Laurence Rossignol à l'élaboration de la loi du 16 mars, de la loi de mars 2016.
de commencer à faire des conférences pour le grand public, à destination aussi des travailleurs sociaux, mais aussi des conférences en Roumanie et au Japon. Et en fait, je me suis dit que c'est vraiment en montant une association que probablement je pourrais être un peu maître de ce que j'imaginais bien, en tout cas à mon niveau, pour améliorer les choses pour les enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance. Et donc, on a monté en 2021, grâce à la Fondation des hôpitaux, les équipes Pacte, dans 7 hôpitaux, 5 hôpitaux de la PHP, un hôpital à Brest et un hôpital à Grenoble. Équipe Pacte qui étaient des équipes mobiles hospitalières référentes en protection de l'enfance à l'hôpital, pour faire de la prévention au niveau des services hospitaliers, pour améliorer le repérage, pour aider dans la prise en charge, faire les informations préoccupantes, les signalements, mais aussi pour mettre en place des consultations de guidance parentale, ce qui nous manque un peu. Et donc ces équipes Pacte ont été pérennisées en UAPED. Donc toutes les équipes qu'on avait montées grâce à la Fondation des hôpitaux se sont transformées en UAPED, avec des moyens qui nécessiteraient quand même d'être revalorisés. Et suite à la création des équipes Pacte et de leur transformation en UAPED, je me suis dit, ok, bon, on va pouvoir améliorer la prévention et le repérage, mais qu'est-ce qui se passe en aval, puisque les enfants perdent toujours 20 ans d'espérance de vie si on ne les prend pas en charge précocement. Et donc l'association Impact a 2 volets. Elle a un volet scolarité-culture, parce que vous connaissez les chiffres qui sont quand même, moi je trouve, assez dramatiques, puisque seulement 15% des enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance se présentent au brevet des collèges, puisque 5% se présentent à un baccalauréat général, et 1% va avoir la chance de pouvoir faire des études supérieures, la prise en charge s'arrêtant à 18 ans, au mieux à 21 ans, mais jamais plus, ce qui ne permet quand même pas de se projeter dans des études longues. Et vous connaissez aussi les chiffres, puisque Eric en a reparlé tout à l'heure, de ces près de 45% de jeunes sans-abri de 18 à 25 ans qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc avec Impact, on a monté un volet scolarité-culture. On prend en charge les enfants de 3 à 25 ans en leur proposant du soutien scolaire, de l'expression artistique, de la bibliothérapie, des sorties culturelles, des séjours linguistiques. Et puis pour les plus grands, pour les jeunes majeurs, on met en place des séminaires de préparation à l'autonomie, comment on fait une demande de logement, comment on gère un budget, comment on se nourrit avec peu. On leur offre un kit à venir à la sortie du dispositif avec un ordinateur, avec un téléphone portable, une carte SIM, et puis on les aide au passage du permis de conduire. On met en place des bourses d'études, ce que moi j'ai eu. Moi, si j'ai pu faire des études de médecine en parallèle d'études de sciences, parce que j'ai un MD-PhD, c'est grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller. Si je n'avais pas eu la Fondation Bettencourt, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais été travailler le soir à Carrefour, et j'aurais pas pu faire ce double cursus qui m'a permis d'avoir une thèse de sciences et une thèse de médecine. Donc j'essaye de redonner ce que j'ai reçu. Et donc on les accompagne jusqu'à 25 ans avec ces bourses. On a même, grâce à Galileo Global Education, des scolarités gratuites dans les écoles du groupe Galileo. Donc on a mis en place tout un volet qui permet d'accompagner ces enfants vers un avenir professionnel choisi jusqu'à 25 ans. Et on a monté effectivement un volet santé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que moins de 30% des enfants, alors que c'est un bilan obligatoire depuis la loi de mars 2016, renforcé depuis la loi de février 2022, les enfants ne sont que 30% à avoir un bilan de santé somatique et psychique à l'admission dans le dispositif de protection de l'enfance. Et sur ces 30% d'enfants, seulement 10% ont un suivi effectif de leur santé. Alors pourquoi ? Alors c'est pas par manque de volonté, mais c'est parce qu'il n'y a pas de structures qui sont adaptées. Le délai d'attente dans un CMP, c'est 18 à 24 mois. Quand le délai moyen d'un placement, c'est 18 mois. Donc le premier lieu de placement fait une demande en CMP, et quand la demande est acceptée, l'enfant il a déjà changé de lieu de placement. Donc aucune infrastructure n'est disponible à prendre ces enfants en charge très précocement. Par ailleurs, et ça c'est aussi un point qui est très important, ces enfants ont besoin d'un soutien psychologique renforcé à intensif. Et aujourd'hui, les consultations de psychologues ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, de même que les consultations de psychomotriciens ou d'ergothérapeutes. Par ailleurs, ces enfants sont victimes d'un double trauma qui nécessite une expertise, c'est-à-dire qu'ils ont le trauma des violences et des négligences subies et le trauma du déracinement que représente le placement. Dans tous les cas, même si le placement est salutaire, même si mon placement m'a sauvé la vie, c'est un déracinement et c'est un traumatisme. Donc ces enfants sont au minimum victimes d'un double traumatisme. Et il faut des experts pour être capables de prendre en charge ce double traumatisme. Et donc, sur le modèle des États-Unis et du Center for Youth Wellness de San Francisco qu'a monté Nadine Burke, sur les modèles des centres d'appui à l'enfance canadiens, il y en a un par province au Canada, avec des centres de pédiatrie sociale. Sur le modèle de Ankerland à Hambourg,
j'ai voulu monter ce premier centre d'appui à l'enfance en France, pour la région Île-de-France. L'idée étant qu'on ait un centre d'appui régional, vous voyez sur un peu le modèle des EPRED et des UAPED, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ces termes. Donc les UAPED sont départementales, les EPRED sont les équipes pédiatriques régionales de référence pour les enfants en danger. Donc de la même manière qu'on ait un centre d'appui régional avec bien sûr la mission de prendre en charge les enfants, mais d'assurer aussi des formations à la prise en charge de ces doubles traumas, des formations des libéraux, des formations des médecins hospitaliers, des formations des travailleurs sociaux également, la prise en charge des cas les plus complexes, et puis des centres d'appui départementaux pour pouvoir avoir un bon maillage sur le territoire. Le CNPE, dont je suis membre et dont je co-anime la commission santé aujourd'hui, estime que des forfaits par enfant et par an de 1 500 à 2 000 euros sont nécessaires. Alors, si on fait le coût de tout ça, on est à 550 millions d'euros pour prendre en charge les 370 000 enfants de l'aide sociale à l'enfance. Alors, oui, ça peut paraître pas mal, mais 550 millions d'euros versus 38 milliards de dollars, des conséquences à long terme. Et des conséquences santé, des conséquences judiciaires, des conséquences sur l'insertion socio-professionnelle, enfin des conséquences humaines qui sont non négligeables. Donc, l'investissement de ces forfaits serait de 550 millions d'euros par an. Alors, en tant que médecin, si je peux me permettre, on dépense 5 milliards d'euros par an en bons de transport, dont beaucoup, et je peux vous le dire en connaissance de cause, ne sont pas totalement justifiés. Donc, sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, je pense qu'on pourrait trouver ces 550 millions d'euros et prendre en charge correctement ces enfants. Ces forfaits-là sont une expérience des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, mais aussi des expérimentations en cours, notamment Santé Protégée et Pégase. Et elles permettraient d'assurer des parcours coordonnés, gradués, sur un temps suffisamment long pour que l'enfant on repasse dans la courbe de son développement normal. Donc, elles permettraient d'assurer ces parcours, mais aussi la coordination des soins. Et ce qu'on pourrait envisager, c'est qu'on ait un maillage avec les centres d'appui régionaux et de la discussion avec les coordinateurs de soins du centre, qui ferait de la coordination des soins avec les libéraux, avec l'hôpital, mais aussi avec les référents ASE. Et pourquoi pas développer aussi les infirmières en pratique avancée au sein des centres d'appui à l'enfance, mais aussi au sein de l'ASE, pour que ces infirmières puissent assurer la coordination des soins aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pensé le premier centre d'appui à l'enfance, donc qui verra le jour en 2025, fin 2025, pour la région Île-de-France. Et j'aimerais qu'on puisse ensuite espérer un centre d'appui régional, y compris dans les territoires ultramarins, et puis des centres par département. Je vous remercie, Madame Gréco. Madame la rapporteure, je vais laisser oui. le tour de table et puis je reprendrai la parole après. D'accord, très bien. Donc, Madame Maximini, à vous la parole. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup déjà pour cette introduction rapide mais efficace. Je pense que c'est aussi à montrer. C'est un contenu très pédagogique, en tout cas pour les députés, mais aussi pour le grand public, dont on a besoin d'ouvrir justement ce débat. Déjà, il arrive à l'Assemblée, mais il a besoin d'être compris aussi par une société tout entière. Et ma première question, c'est d'ailleurs... comment vous expliquez-vous ce retard, ce désinvestissement, ce manque d'investissement si profond dans la protection de l'enfance ? Comment, quand on fait le constat de l'État et de ce service de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des impacts sur les enfants, sur l'avenir, enfin voilà, depuis le début des travaux, c'est ce qu'on entend. Pourquoi en France, nous n'avons pas investi ? Qu'est-ce qui permettrait de comprendre en tout cas la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi l'État n'a pas cette place-là par rapport à d'autres pays, parce que dans votre parcours, vous parlez beaucoup des fondations et en fait du rôle du privé. Et en fait, on se rend compte que l'État est très défaillant dans l'accompagnement, que ce soit à la scolarité, à la santé, mais en fait à toute politique éducative des enfants placés. Et j'avais une autre question, mais rapide, c'est, parce que vous avez déjà parlé des grandes mesures, peut-être des mesures d'urgence qu'on pourrait mettre en place, proposer très rapidement pour déjà améliorer la situation. Et une dernière très rapide, c'est la question des mineurs non accompagnés, qui est souvent aussi un angle mort dans la protection de l'enfance et qui pourtant ont vraiment des obstacles aussi encore plus profonds dans la prise en charge de leur santé, et qu'elle soit psychique ou physique. Je vous remercie. Alors,
J'ai l'impression, et d'ailleurs quand j'en avais parlé à Bruno Le Maire, que la société tout entière pense que les violences intrafamiliales n'arrivent que dans les milieux sociaux défavorisés. Quand on interroge les gens, c'est quand même ce qu'on entend beaucoup. Or, elles touchent tous les milieux. Mais la cantonner aux milieux sociaux défavorisés, c'est l'emmêler dans une espèce de gloubi-boulga, de pauvreté, de délinquance. Et finalement, elle n'intéresse pas. J'ai l'impression que ces enfants n'intéressent pas. Notre société ne les connaît pas. Et ce sont des invisibles. Alors qu'en fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a fait ce travail pour les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, c'est un sujet de société. C'est-à-dire qu'on ne tolère plus les violences faites aux femmes. Et elles sont devenues visibles. On sait le nombre de femmes qui sont tuées chaque semaine, chaque jour. On n'a pas ces chiffres. Alors, je vous assure, on n'a pas de chiffres pour les enfants. C'est-à-dire que des fois, c'est 1 par jour. De temps en temps, c'est 1 tous les 3 jours. Puis finalement, on s'est dit que ça devait être un petit peu trop, donc on s'est dit que c'était 1 tous les 5 jours. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas de chiffres, en fait. Et alors, pourquoi on n'a pas de chiffres? Et ça revient aussi c'est aussi un problème. C'est que comme on n'a pas de recherche, enfin, regardez les budgets de recherche qui sont alloués à la protection de l'enfance. C'est 10 à 20 fois moins, par exemple, pour 10 fois plus d'enfants que, par exemple, la recherche sur l'autisme. Alors, je ne dis pas qu'il faut diminuer la recherche sur l'autisme, hein, attention. Mais je dis qu'il faudrait allouer un tout petit peu plus de budget à la recherche consacrée à la protection de l'enfance pour avoir des chiffres fiables. Et je prends toujours le parallèle avec la sécurité routière. Quand vous avez le nombre de tués et de blessés sur les routes, alors vous pouvez mettre en place des politiques de prévention. Le radar, les tests d'alcoolémie, maintenant les voitures antidémarrantes, voilà. Mais tant qu'on n'a pas de chiffres réels sur le nombre d'enfants tués, sur le chiffre réel des violences, on ne peut pas mettre en place de politique de prévention. Donc moi, je pense que ça commence par là aussi, de sortir de l'invisibilité, c'est de mettre le paquet sur la recherche sur le nombre d'enfants qui sont concernés, la recherche sur les conséquences à long terme de ces violences. Et les autres pays le font, mais pas nous, parce qu'il n'y a pas les budgets. Mais il y a autre chose que les budgets. C'est qu'en fait, la communauté internationale a le même langage, sauf nous. C'est-à-dire que la communauté internationale parle d'Adverse Childhood Events, les ACE. Il y en a 10. Violence physique, violence sexuelle, violence psychologique, toxicomanie d'un parent, séparation des parents, enfin il y en a 10. Mais alors non, la France, non, on n'en parle pas d'ACE. Ça veut dire que tous les pays s'accordent sur des chiffres, et les études sont faites. On montre que voilà, si tu as plus de 4 ACE, tu vas faire plus d'infarctus, plus de 4 ACE et c'est 3 fois plus de cancer. Enfin, donc les pays parlent le même langage, mais nous non. Ce qui fait que, la France n'est pas dans les congrès internationaux protection de l'enfance, notamment l'Intercap ou l'IPSCAN. Il y a très peu de présentations de médecins français, mais on ne parle pas le même langage. Donc il faudrait commencer par là, en fait. Parlons le même langage, introduisons la culture des ACE en France, des Adverse Childhood Events, des événements négatifs de l'enfance, et commençons à travailler à l'international avec les autres pays. C'est un point qui est majeur, hein, parce que quand on s'accorde pas sur des normes, ben on met pas en place les mêmes recherches, et surtout on peut pas comparer nos recherches. Donc il y a plusieurs réponses, et notamment je pense que le point de départ, c'est la recherche, pour avoir des chiffres fiables et pour pas qu'un coup ce soit un enfant tous les jours, un coup, parce que ça dilue le truc, parce qu'en fait si on se dit bon bah alors si c'est 1 par jour mais que ça peut être aussi 1 tous les 5 jours, bah finalement peut-être que ça n'existe pas. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est important à mettre en place. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose que je dis aussi, c'est qu'on pense que tout ce qui se passe dans l'enfance est guéri à l'âge adulte. Alors moi qui suis médecin de douleur, sachez que jusqu'en 1987, on opérait les enfants sans anesthésie, les petits, parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas le système nerveux fini. 1987. Donc on est un peu dans ce même style. Et ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que si vous croisez aujourd'hui, en 2024, un survivant du Bataclan, qui a encore du mal à sortir de chez lui, qui sursaute au moindre bruit de portière, de voiture, jamais vous n'allez lui dire oh, écoute, c'était en 2015, là, il faudrait peut-être passer à autre chose. Jamais. Parce que vous pouvez vous identifier à la peur qu'il a subie. On oublie que les enfants qui sont victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles, vivent un Bataclan tous les soirs. Moi, quand je rentrais chez moi le soir,
je me demandais si je serais encore vivante le lendemain matin. Et si j'étais pas à l'école le lendemain matin, est-ce que quelqu'un allait appeler la police et les pompiers? Quand tu es victime de violence, tu vis un Bataclan tous les soirs. Sauf que à l'âge adulte, on te dit, écoute, c'est quand tu étais enfant, il faudrait peut-être passer à autre chose. C'est ça aussi qui fait qu'on minimise les violences faites aux enfants. C'est qu'on considère que la plasticité cérébrale ou le développement devrait faire disparaître ces violences subies. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire prendre conscience aux académiques, aux politiques, à la société tout entière. Ces enfants vivent un Bataclan tous les soirs. Merci. Madame Rouleau. Merci Madame la Présidente. Merci docteur d'être présente. Moi, je vous avais écouté avec beaucoup d'intérêt quand vous êtes passé à la télévision où on auditionnait Jean-Édouard Durand, enfin le magistrat. Donc, merci vraiment d'être là. Effectivement, sur les chiffres de maltraitance, certains, voyez, comme le professeur Bernard Ouerny, parlent de 2 enfants chaque jour en France. L'antenne de Lyon, l'association L'Enfant Bleu, parlait de 2 enfants qui décéderaient par jour en France des suites de maltraitance. Et effectivement, on voit beaucoup plus circuler le chiffre de 5. Donc je vous remercie encore une fois de dire qu'il faut des statistiques précises pour qu'enfin la population se rende compte. Ma question qui me taraude, et je suis désolée pour la commission qui m'entend toujours la poser, je vous donne un exemple, parce que vous êtes médecin et vous allez peut-être pouvoir me répondre. En Seine-et-Marne, on a eu un petit enfant qui a été mis dans une machine à laver et qui était mort après 9 signalements et 3 informations préoccupantes. Vous, en tant que médecin, quand vous voyez arriver des enfants aux urgences, qu'est-ce qui se passe effectivement si vous détectez un cas de maltraitance? Et surtout, est-ce que vous avez un début de commencement de réponse pour savoir comment le cas du petit Bastien et de bien d'autres enfants sont signalés si tardivement? Parce que, comme vous l'avez dit, plus c'est pris tôt, moins les conséquences seront graves. Moi, c'est une question qui me taraude. Comment retirer au plus tôt un enfant de parents maltraitants? Est-ce que vous pouvez m'apporter un embryon de réponse sur ça? Merci beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'on a quand même des lacunes dans la formation des professionnels au contact des enfants. D'où le difficile repérage et la difficile prise en charge. On voit bien, en fait, on voit avec les équipes Pacte devenues UAPED dans les hôpitaux de la paix. En fait, ce qui s'est passé quand les équipes se sont mises en place, c'est que tout d'un coup, l'offre créant la demande, les gens se sont autorisés dans les services à voir et à douter. Parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement difficile de repérer un enfant et de le signaler. Alors c'est d'autant plus difficile pour un pédiatre, un médecin traitant, tout seul dans son cabinet. Parce que c'est quand même une grosse responsabilité de douter et de faire ce signalement. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un frein au signalement par peur des représailles. Donc à l'hôpital, c'est plus facile, on est une équipe. Donc en fait, la mise en place des équipes Pacte a autorisé les équipes à douter, à se dire j'ai un doute sur cet enfant. Et l'avantage de la présence de ces équipes à l'hôpital, c'est que ça ne va pas être à moi de gérer. Ce qui me fait peur, je peux appeler une équipe experte qui va m'aider à lever mon doute ou à le confirmer. Et donc on voit que la mise en place de ces équipes dans les hôpitaux a augmenté drastiquement le nombre de repérages. Et je ne dis pas de signalement ou d'informations préoccupantes, ni de placement. Parce que je me rappelle, j'étais passée sur France 5 quand les équipes se sont mises en place et je n'avais pas vu le bandeau en dessous. Et quand j'ai revu l'émission, j'ai vu équipe commando. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. L'idée, ce n'était pas de repérer plus pour placer plus. L'idée, c'était de repérer plus tôt pour pouvoir faire des signalements et des informations préoccupantes quand c'était nécessaire, mais peut-être aussi mettre en place des consultations de guidance parentale quand c'était possible. Et si je prends l'exemple de l'UAPED de Robert Debré, par exemple, le médecin de l'UAPED, la psychologue, l'infirmière ont mis en place des consultations de guidance parentale. Donc le taux de placement n'a pas augmenté, mais le repérage des situations est beaucoup plus précoce. Donc il y a cette nécessité de généraliser dans les hôpitaux ces UAPED, de les doter plus, je l'ai déjà dit,
de former mieux. Moi, je pense, vous voyez, aux États-Unis, par exemple, il y a un diplôme de pédiatrie sociale. Et moi, je pense que les jeunes médecins, maintenant les internes, ont une formation supplémentaire qui s'appelle la FST. C'est une formation spécifique transversale. Ils peuvent choisir. Par exemple, moi, j'ai des internes qui font la FST douleur, il y a la FST médecine palliative. Et je pense qu'on aurait à gagner d'avoir des jeunes qui se forment à la pédiatrie sociale, qui feraient des stages dans les UAPED, en pédopsychiatrie, pour pouvoir être spécialisés dans le repérage et la prise en charge de ces enfants. De la même manière pour les IPA, les infirmières en pratique avancée, ce serait peut-être bien de rajouter une mention de formation en pédiatrie sociale pour qu'elles puissent travailler dans les centres d'appui à l'enfance, parce que bien sûr, vous savez maintenant qu'il va y en avoir plein en France, pour pouvoir travailler à l'aide sociale à l'enfance, pour pouvoir travailler en PMI. Les psychologues aussi pour avoir une formation spécifique. Et puis je pense, vous voyez par exemple moi, je fais de la recherche. Okay, et quand je dois faire un essai clinique, je dois réaliser une formation en ligne. C'est ce qu'on appelle la formation BPC, aux bonnes pratiques cliniques. Et donc avant même de pouvoir postuler pour faire un essai clinique, je dois avoir plus de 70% de taux de bonne réponse à cette formation en ligne. Pourquoi on ne demande pas aux professionnels associatifs, aux futurs bénévoles, aux futurs mentors, aux futurs parrains qui vont être au contact de ces enfants dans le milieu sportif, de participer, de faire ces formations et d'attester d'avoir réussi ces formations. Alors, vous me direz, c'est pas en une formation en ligne qu'on saura quand même prendre en charge ces enfants, mais c'est quand même un début. C'est quand même un début une acculturation, en tout cas, aux violences faites aux enfants, à ces enfants-là, peut-être à l'écoute de leurs paroles et être capable aussi de pouvoir, dès qu'on a recueilli cette parole, de la transmettre à la bonne personne. Donc, on nous le demande en tant que médecin pour faire des essais cliniques. Je pense qu'on pourrait aussi le demander à tout ce qui est milieu associatif, milieu sportif, tout ce qui n'est pas une profession de santé. Voilà, donc moi je pense formation spécifique, comme aux États-Unis, des formations en pédiatrie sociale, recherche, et ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'il faut que les UAPED se déploient sur le territoire, parce qu'on voit avec l'UAPED notamment de Robert Debré qu'aujourd'hui, 1/3 des enfants qui sont pris en charge viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens ont intégré cette UAPED à Robert Debré, et les PMI appellent, l'école appelle, les médecins traitants appellent, et donc ça permet d'être moins angoissé à l'idée de faire un signalement ou une information préoccupante. C'est le travail en équipe qui améliorera les signalements. Je vous remercie. Madame Lebon. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Professeur Gréco, je vous remercie de votre éclairage, vraiment. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et sur le fait de vivre un Bataclan tous les soirs, je crois qu'on peut dire qu'un crime contre l'enfance, c'est un crime contre l'humanité. Un individu qui se construit aura beaucoup plus de mal à surmonter des situations traumatisantes, des mauvais traitements, surtout lorsqu'ils sont répétés. Et moi, j'aimerais creuser un petit peu avec vous la question des Outre-mer. Je suis élue de La Réunion. Et dans mon territoire, tous les 2 jours, un bébé naît avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. C'est une forme de maltraitance, même si bien souvent la mère qui boit pendant sa grossesse n'a pas conscience qu'elle maltraite ainsi son enfant et que les conséquences peuvent être à ce point tragiques. 90% de ces enfants sont placés, selon le professeur Bérénice Doré, qui est professeur de génétique au CHU de La Réunion. Alors la loi Taquet est venue rappeler, on en a parlé tout à l'heure, qu'un bilan d'entrée et suivi annuel sont obligatoires pour chaque enfant suivi par l'ASE, mais là encore, vous l'avez dit tout à l'heure, seul 1/3 des départements parviendraient à respecter cette loi. Dans une interview de France Inter, Adrien Taquet reconnaît aujourd'hui que cette loi est difficile à appliquer, problématique d'accès aux soins pour l'ensemble de la population, enfants placés pouvant être régulièrement déplacés, manque de moyens pour amener les enfants au rendez-vous, etc. Donc l'État est également responsable. Alors comment prendre en charge précocement dans de telles conditions ? Vous l'avez dit, votre association tente de s'y employer. L'association Impact donc, a pour projet de mettre en place des centres d'appui à l'enfance dans plusieurs régions. J'ai bien compris que l'objectif à terme, ce serait d'en mettre partout, y compris dans les Outre-mer, donc j'en suis ravie. Mais je vous interroge sur le calendrier. Donc chez moi, 2500 enfants sont placés et les moyens proposés par le département ne sont pas suffisants selon de nombreux professionnels sur le terrain. Alors à quand ? À La Réunion ? Et pensez-vous qu'un système prioritaire à destination des enfants placés devrait être mis en place en matière d'accès aux soins généraux et spécialisés ? Je vous remercie.
Alors, comptez sur moi. De mon vivant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir un centre d'appui à La Réunion. Non, bien sûr le premier, on a prévu de l'ouvrir en 2025. Après, il faut que il faut que ça suive. C'est-à-dire que pourquoi on peut le monter là, c'est qu'on a un soutien fort de la ville de Paris qui nous met à disposition du foncier, parce qu'on a un soutien fort de la PHP, parce que l'ARS nous soutient, parce que la CNAM nous soutient et parce que la DGOS nous soutient. Donc à partir du moment où, je pense, on aura pu monter ce pilote, ce sera ensuite beaucoup plus facile d'aller le déployer sur le territoire. Par ailleurs, on a trouvé un modèle qui permet sa duplication. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'adosser à un centre hospitalier et que le centre de santé puisse proposer des hôpitaux de jour à ses enfants. Et ça a plusieurs vertus, en fait. C'est que, vous savez, les centres de... Alors, si on était resté sur un simple modèle de centre de santé, en l'état en tout cas, puisque les consultations de psychologues et de psychomotriciens ne sont pas remboursées et que pour ce premier centre Île-de-France, on a prévu 13 à 15 psychologues et 5 psychomotriciens, on était coulé dès le début. C'est-à-dire on avait déjà 1 million d'euros de déficit. Mais en fait, le modèle des HDJ, donc hôpitaux de jour, ça permet en fait une prise en charge par la CNAM de la totalité en fait, de la prise en charge de l'enfant. Donc l'enfant arrive, il va être vu pour ce bilan de santé à l'admission par pédiatre, pédopsychiatre, psychologue, infirmière, psychomotricien s'il y a besoin, orthophoniste s'il y a besoin, pour avoir un bilan complet. Et en fait, le fait qu'il y ait 3 ou 4 intervenants fait qu'on rentre dans un modèle d'hôpital de jour. Et donc, c'est la CNAM qui finance. L'avantage, il est multiple. Ça veut dire que, l'enfant, il est mobilisé une demi-journée. Et c'est pas parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'enfant, il a son rendez-vous de psychomotricité le lundi à 17h. Et puis le mardi à 14h30, il a son rendez-vous avec le pédiatre. Et puis le jeudi à 15h30, il voit son pédopsychiatre. Et en fait, on écartèle des enfants qui sont déjà écartelés. Par ailleurs, les éducateurs passent leur temps à faire le taxi. Alors qu'en fait, leur mission première, c'est d'être auprès des enfants et de s'en occuper. Donc ce modèle-là qui permet de faire des hôpitaux de jour, permet à l'éducateur dans une maison d'enfants de venir avec 3 ou 4 enfants qui, la même demi-journée, vont avoir leur HDJ et ensuite être libres pour le restant de la semaine. Et ce modèle-là, du coup, si un centre hospitalier le porte, il permet de monter ces centres d'appui partout, en région, dans les territoires ultramarins, sans être déficitaire. Et c'est ça pour lequel on a eu pour la région Île-de-France le soutien de la CNAM et de la DGOS. Donc c'est ça qu'il faut absolument qu'on arrive à obtenir, c'est cette duplication. Si on arrive à obtenir des forfaits dans la loi dans le PLFSS 2025, ça sera aussi une façon aussi de répondre à la demande. Mais en tout cas, le modèle qu'on a trouvé aujourd'hui, en attendant les forfaits, permet que les centres ne coulent pas et soient à l'équilibre. Merci. Non, il n'y avait pas d'autres questions, Madame la rapporteure. Si ? Oui, merci Madame la Présidente. Eva Sass, députée de Paris. Je suis très intéressée par votre intervention et j'étais particulièrement intéressée par votre descriptif du centre d'appui. Mais j'aurais aimé que vous le développiez encore la description du dispositif, en particulier comment est-ce que ça peut assurer un suivi tout au long de l'enfance pour des gens qui sont parfois éloignés, et le fait d'avoir un centre d'appui par région, sur des régions qui sont parfois très étendues, comment est-ce qu'on peut assurer un suivi fréquent des enfants une fois de plus, de la formation des finances. Est-ce que vous pouvez nous détailler le chiffrage des 550 millions d'euros ? On est heureux d'avoir des chiffres sur les moyens nécessaires parce qu'on sera à même de les défendre, effectivement. 550 millions, c'est vrai que c'est peu et on sera à vos côtés, en tout cas, pour les demander au gouvernement, en l'occurrence à l'assurance maladie. Alors, c'est pareil, sur les centres d'appui à l'enfance, donc prioritairement, ils seront dédiés aux enfants de 0 à 18 ans qui sont pris en charge en protection de l'enfance ou les enfants qui sont victimes collatérales de féminicide. Voilà le public prioritaire qu'on a défini dans un premier temps. Ils auront pour mission, 1, de réaliser les bilans diagnostiques de santé somatique et psychique des enfants pour respecter la loi. 2,
la réalisation de ces bilans va permettre de mettre en place des parcours de soins qui sont coordonnés, gradués, et on a défini 3 parcours. C'est-à-dire le parcours standard pour les enfants qui vont pas trop mal et qui vont pouvoir être pris en charge en ambulatoire, c'est-à-dire en ville, grâce à de la coordination des soins, comme le fait par exemple Santé Protégée dans l'expérimentation ou Pégase. Donc ça, c'est les enfants pour le parcours 1. Ensuite, pour les enfants des parcours 2 et 3, donc renforcés et intensifs, les enfants seront pris en charge au sein du centre, avec, pour les enfants du parcours renforcé, des consultations de psychologues, psychomotriciens bimensuelles, et pour les enfants du parcours intensif, hebdomadaire, psychologue, psychomotricité, plus ou moins orthophonie quand il y a des troubles du langage. Les études montrent que quand on prend en charge précocement ces enfants, un suivi en moyenne de 24 mois permet de les remettre dans des courbes ou des développements qui se rapprochent de la population générale. Donc en fait, ce qu'on a prévu pour ce premier centre, c'est de suivre les enfants au minimum 24 mois. Et comme vous vous rappelez tout à l'heure de ce que je vous ai dit, les délais d'attente dans les CMP sont de 18 à 24 mois. Ça veut dire que l'idée est que dès que l'enfant arrive, on l'inscrit sur liste d'attente dans les CMP, on le prend en charge au centre, et dès lors qu'il va mieux, alors il peut basculer, toujours grâce à de la coordination des soins, sur un parcours ambulatoire. Par ailleurs, le centre proposera aux enfants des ateliers d'art-thérapie et de la prévention secondaire, enfin de la prévention, le renforcement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la nutrition. Vous savez que les enfants qui sont en protection de l'enfance ont beaucoup de troubles du comportement alimentaire. La connaissance de son corps permettra aussi de former les professionnels de santé donc à la spécificité de ces enfants ou double traumatisme, et de former et d'aider les travailleurs sociaux qui travaillent en maison d'enfants pour leur permettre de mieux gérer les crises, pour prévenir les violences en institution. Et en fait, si on gère mieux les crises et qu'on prévient les violences en institution, alors on limite les burn-out de ces travailleurs sociaux qui aujourd'hui se sentent démunis face à des enfants qui arrivent avec des troubles du comportement qui sont de plus en plus massifs. Et pour répondre à votre question, c'est sûr qu'un centre régional ne va pas suffire. Et c'est ce qui s'est passé à Hambourg quand Andreas Krüger a monté Ankerland. Et donc ils ont monté ce centre et ils se sont vite retrouvés dépassés, notamment dans les départements un peu plus reculés. Et ils ont mis en place des bus mobiles. Des équipes mobiles, en fait, qui vont à la rencontre des enfants. On peut appeler ça des consultations avancées dans les départements pour lesquels les enfants auraient du mal à venir accéder au centre. Donc, chaque chose en son temps. L'idée est de monter ce premier centre régional. Et ensuite, je pense que ce modèle est un bon modèle, de déployer ensuite des équipes mobiles qui vont pouvoir aller au plus près des enfants dans les départements où l'accès est plus compliqué. Alors, la région Île-de-France, elle est assez bien faite parce que finalement, de chaque département, avec le réseau de transport, on arrive à accéder à Paris. Mais ce n'est pas vrai dans d'autres départements. Donc, l'idée, c'est sur chaque territoire de pouvoir mettre en place ces bus mobiles. Et il y a autre chose qu'ont fait les Allemands, si je peux me permettre, qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mis en place des Schrei-Ambulanz. Alors, c'est quoi les Schrei-Ambulanz ? Ce sont des maisons pour les enfants hurleurs, pour les enfants pleureurs. Et en fait, ce sont des maisons de santé où les parents peuvent venir amener un bébé qui pleure en permanence pour avoir le soutien d'une puéricultrice, d'une sage-femme, des conseils, pour pouvoir le laisser un petit peu aux bénévoles qui sont dans la Schrei-Ambulance pour aller se reposer un petit peu. Et en faisant ça, les Allemands ont réduit de 47% le nombre de bébés secoués. Par ailleurs, ils ont mis en place une application gratuite qui s'appelle Unser kleiner Schreihals, notre petit hurleur. En fait, c'est une application qui a permis de réduire le stress parental, qui est extrêmement utilisé, 70% d'observance de l'utilisation de cette application. Tout ça va en fait en lien avec la guidance parentale. Et je pense qu'on manque de ça aussi si on veut faire de la prévention. Il faudrait qu'on mette en place des maisons des parents, où les parents pourraient venir déposer le bébé, avoir des conseils tout simples. Votre bébé pleure, passez l'aspirateur, fermez la chambre, passez l'aspirateur, mettez de la musique. Des lieux où les parents pourraient venir déposer quelques heures le bébé pour avoir un peu de temps. Et je pense notamment aux familles monoparentales qui n'ont aucun répit. Et donc, en développant ces Schrei-Ambulanz version française avec cette appli, je pense qu'on pourrait faire comme les Allemands et réduire drastiquement le syndrome du bébé secoué. Merci. On a une dernière question, donc Monsieur Walter. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je voulais porter le regard sur un autre aspect de l'accueil des enfants de l'ASE, c'est la question de la scolarité.
Vous l'avez dit tout à l'heure, 13% qui obtiennent le brevet ou qui préparent un baccalauréat par rapport à des taux bien supérieurs dans le reste de la population. C'est 4% qui poursuivent des études supérieures, 70% qui sortent sans diplôme. Et moi, j'ai l'impression, mais peut-être j'ai pas tout entendu ou suivi, que dans ces pôles d'appui dont vous parlez, il y a un grand absent, c'est l'éducation nationale. Et je me pose la question, moi, vous parliez de la nécessité d'accompagner et de former. Comment accompagne-t-on et comment forme-t-on les enseignants à accueillir ces enfants? Moi, je viens d'un département très rural avec des écoles qui ne sont pas immenses et où, quand il y a, par exemple, dans une école, dans une petite école, à côté d'une MEX ou un foyer, et qu'il y a beaucoup d'enfants accueillis dans la même école, on se retrouve avec des tensions, des enseignants démunis qui, finalement, font plus de mal que de bien dans leur manière d'accueillir ces enfants. Et donc, ma première question est la suivante. Comment on peut accompagner l'éducation nationale dans son ensemble, et en particulier la médecine scolaire, qui, on le sait, est particulièrement démunie ces dernières années? Est-ce qu'il y a quelque chose à penser en termes à la fois de formation et puis de structure d'accompagnement? Le deuxième point qui, pour moi, va avec, dans tous les jeunes que nous avons auditionnés, ils parlent tous de ce couperet de l'arrivée à la majorité, en particulier pour ceux qui ont malgré tout réussi à faire des études supérieures. Et ils ont été plusieurs, comme vous l'avez fait vous-même, à nous dire qu'ils avaient été sauvés par des bourses privées. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à envisager pour que ces bourses privées ne soient plus nécessaires et qu'il y ait un véritable accompagnement jusqu'au bout des études de la part de l'État qui doit jouer auprès de ces jeunes le rôle des parents? Quand on est parent, on accompagne, quand on le peut, ces enfants sans se poser la question de savoir s'ils ont atteint la barre fatidique des 18 ans. Voilà, donc c'était un peu les trois aspects, à la fois comment on accompagne et on aide l'éducation nationale à accueillir ces jeunes. Deuxième point, la médecine scolaire et puis la place de l'enseignement dans ces pôles d'appui. Et puis troisième point, cette question des bourses et de l'accompagnement des jeunes majeurs. Je vous remercie. Je me permets juste, il vous reste 5 petites minutes pour répondre et qu'on puisse conclure. Merci. Alors, effectivement, je ne l'ai pas détaillé, mais ce qu'a fait Nadine Burke et le Center for Youth Wellness de San Francisco, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est qu'ils se sont mis en lien avec l'école. Et vous voyez, moi, je passe mon temps à faire des PAI, parce que l'enfant est allergique, parce qu'il a des douleurs et qu'il a le droit de prendre son Doliprane, mais on ne fait pas de PAI aujourd'hui pour des enfants qui peuvent avoir des troubles du comportement qui s'expliquent par les violences subies. Et donc, on manque de lien avec l'école pour expliquer ces comportements et ne pas mettre au banc ou au fond de la classe un enfant qui peut être turbulent, mais l'accompagner en comprenant qu'il est turbulent parce qu'il a vécu des violences. Donc effectivement, le centre d'appui et les centres d'appui auront la tâche effectivement de se mettre très en lien avec les écoles pour faire ces PAI, et ces PAI permettront aussi aux médecins. Moi, par exemple, quand en tant que médecin de la douleur, j'ai des enfants qui ont des maladies génétiques, ça m'arrive d'aller dans l'école pour expliquer aux autres enfants et aux instituteurs les conséquences de la maladie génétique de l'enfant et pourquoi parfois il n'est pas là, pourquoi c'est le fait qu'il ait des lésions sur ses mains ne l'empêche pas qu'on lui prenne la main parce que c'est pas contagieux. Voilà. Ce travail que je fais moi en tant que médecin de la douleur dans les maladies génétiques, c'est un travail qu'on doit faire aussi pour expliquer à l'école ce que c'est un enfant qui a vécu des violences et comment il peut réagir à ces violences. Donc, il y a un lien qui va se faire avec l'école, avec les centres d'appui par ces nouveaux PAI. Par ailleurs, la mise en place des UAPED a fait que l'école est venue vers les UAPED. Et aujourd'hui, c'est presque 20% des demandes de liens avec les UAPED qui viennent de l'école. Donc ça, c'est tout un travail qui est en train de se faire. Je pense aussi, bien sûr, qu'il faut revaloriser les médecins scolaires. Ils sont sur la grille de salaire qui est la plus basse de tout le corps des médecins, donc ça n'intéresse pas pour des tarifs aussi bas de venir faire de la médecine scolaire. Je pense qu'il faut aussi valoriser le travail des infirmières en pratique avancée dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. En fait, on a des gens, mais simplement il faut les payer correctement et puis il faut développer ce qu'on a créé. Les infirmières en pratique avancée, on en a beaucoup parlé. Mais en fait, moi, j'ai une infirmière en pratique avancée dans mon équipe. C'est hyper dur pour elle de se positionner parce que finalement, on ne leur a pas fait la place qu'elle méritait. Et je pense que les infirmières en pratique avancée, elles pourraient aussi rentrer dans l'école et faire ce lien avec les UAPED, avec les centres d'appui, avec l'ASE et être des vrais piliers de la prise en charge de ces enfants.
je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. L'accompagnement des jeunes majeurs. Ah oui, alors l'accompagnement des jeunes majeurs. Comment demander à des jeunes d'être autonomes à 18 ans quand les jeunes Français quittent le domicile en moyenne à 25 ans? Déjà, ça ne permet pas de se projeter dans des études supérieures. Et puis, c'est des populations qui sont... Nous, on voit avec impact, hein, les jeunes qu'on accompagne, sur le plan psychologique, ils ont tous vraiment... Ils vont très mal. Or, les jeunes majeurs, il n'y a plus de prise en charge du tout. Donc là, on essaye, avec des bouts de ficelle, de faire en sorte qu'ils rentrent dans mon parcours psy, 8 séances de psychologue. Enfin, il n'y a pas d'accompagnement des jeunes majeurs sur le plan psychologique, sur le plan de leur santé aussi. Tout s'arrête. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et on ne peut pas demander à ces jeunes d'être autonomes à 18 ans. Il faudrait au moins qu'on les accompagne de façon systématique, que l'État les accompagne jusqu'à 25 ans. Parce qu'à 18 ans, tu ne peux pas te dire je vais faire médecine, je vais être avocat, c'est impossible. Donc du coup, ils sont très vite orientés vers des voies professionnalisantes qu'ils n'ont pas forcément choisies. Quand c'est choisi, ce n'est pas un souci. Mais nous, ce qu'on essaye de faire avec Impact, c'est que l'avenir professionnel, il soit choisi et que ce ne soit pas par défaut. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu avoir le soutien de Bruno Le Maire pour monter cette coalition des entreprises de France mobilisées pour l'enfance. C'est qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas pris en charge par l'État, eh ben, on arrive à avoir des entreprises, parce que finalement c'est vertueux. C'est-à-dire que ces jeunes qui réussissent leur insertion professionnelle, ce sont des jeunes qui vont s'intégrer dans les entreprises, qui les auront aidés à faire ces études. Donc il y a un cercle vertueux aussi des entreprises à rentrer en contact avec ces enfants tout petits. On a mis en place un village des métiers. Parce que je pense que les enfants de l'aide sociale à l'enfance, en 6e, s'ils n'ont pas un rêve d'avenir, on les perd. Et donc c'est pendant le primaire qu'il faut qu'on les fasse rêver. Et donc pour les enfants de primaire, on organise un village des métiers, c'est-à-dire que toute l'année avec leurs parents, ils rêvent du métier qu'ils aimeraient faire. Et là, pour cette année, le 30 juin, des gens qui font ces métiers, des vétérinaires, des avocats, des boulangers, des juges, des médecins, viendront se mettre à hauteur d'enfants pour expliquer leur métier. Et donc les entreprises qui nous aident dans cette démarche rencontreront ces enfants dès la primaire pour ensuite les mentorer. On a plein de mentors d'entreprises qui se sont mobilisés. Et finalement, c'est des jeunes qui prendront un stage en alternance et puis qui un jour signeront un CDD ou un CDI. Donc on a aussi besoin du privé pour nous aider à prendre en charge ces enfants. Mais je pense que la prise en charge minimum jusqu'à 25 ans ne devrait même pas être un sujet. Je vous remercie, professeur. Chers collègues, je vous remercie Céline Gréco d'avoir éclairé nos travaux. Je vous propose une suspension de 2 minutes avant l'audition du docteur Marie-Paul Martin Blanchet. Merci. Blanchet.